Bankai. Je m'entraîne seulement à te dire adieu. Ainsi s'ouvre le volume 15 de Bleach, le début de la mort de demain. Un titre épousant à la fois le sort qui attend Rukia la Shinigami et le formidable potentiel du temps dans Bleach. Mais surtout, comment ne pas y voir une mise en abîme du deuil. Rukia, dont le corps s'est éteint il y a des centaines d'années, s'apprête encore à mourir. Et cette fois, ce n'est pas de sa vie dont elle fait le deuil, mais bel et bien de son amitié avec Ichigo. L'arc Soul Society bat son plein, Ichigo et ses amis atteignent leurs limites, tandis que Rukia arpente les couloirs de la mort. Dans un élan désespéré pour la sauver, Ichigo s'entraîne au plus grand pouvoir de tous. Mais arrivera-t-il à se surpasser à temps? À travers un scénario haletant et une analyse poussée des arcs de Bleach, découvrez comme nous ou revivez l'histoire d'Ichigo avant son grand final en animé cet automne, après plus de 10 ans d'absence. Ne loupez pas l'aventure, abonnez-vous et activez la notification. Aussi, laissez un maximum de pouces bleus sous cette vidéo si vous souhaitez continuer l'aventure avec nous jusqu'au bout. Merci à tous. Dans un souci d'illustration, ces analyses seront montées par de fins connaisseurs de l'œuvre animée, évitant ainsi de me spoiler la suite des événements. Vous êtes prêts? Levons le rideau sur la Société des âmes et ses secrets. Attaquons le cœur de vifs duels qui bouleverseront à tout jamais le sort des Shinigami. Bienvenue dans le début de la fin du Soul Society. Uryu fait face au savant fou Mayoli, capitaine de la 12e division. Le personnage nous est immédiatement présenté comme un déviant à l'éthique douteuse et comble pour un Shinigami irrespectueux de la vie comme de la mort. Autour de lui se dessine un agglomérat iconographique de références aux horreurs commises par la tristement célèbre unité 731 de l'armée impériale japonaise durant la Seconde Guerre mondiale. Menée par le général Shiro Ishii, l'unité était chargée de recherche sur, oui vous l'avez deviné, les armes bactériologiques. En vérité, ce seront des milliers de Chinois de la Mandchourie qui seront torturés dans des camps de prisonniers, notamment des femmes et leurs enfants conçus dans les camps. Ishii ne sera pas jugé pour ses crimes de guerre, les résultats de ses recherches sur les épidémies ayant été échangés avec les Américains lors de la libération. Tout comme Ishii, les agissements du capitaine Mayoli sont également excusés par le besoin de sa science et de sa technologie. Ainsi, nous apprenons qu'il a utilisé les victimes du génocide Quincy comme sujet d'expérience. なんだねその霊圧は。そんなもの知らんよ。 Face au bourreau de son peuple, Ishida parvient à éveiller l'attaque ultime de sa nation, l'armure du pantin céleste. Elle permet à un utilisateur doté d'une grande maîtrise de son énergie spirituelle de surpasser les limites de son corps. Il n'a plus besoin de tendons ou même de muscles pour décocher sa flèche. Le corps se meut uniquement grâce à des fils d'énergie spirituelle, et ce jusqu'à ce que celle-ci soit entièrement consumée, à la mort de son utilisateur. Cette technique se rapproche beaucoup de l'armure du berserker dans l'œuvre majeure de Kentaro Miura. Sur les 2661 cobayes, oui quand on parle de génocide, qui sont passés entre les mains de Mayoli, Ishida est le seul à avoir pu éveiller ce pouvoir. Le gant du Seirai Shuto que lui avait offert son grand-père pour son entraînement prend alors tout son sens. Les jeunes Quincy reçoivent ce gant qui bloque considérablement l'absorption des particules d'énergie. C'était, rappelez-vous, ce que j'avais appelé l'entraînement secret avec son maître secret là. Kubo avait absolument tout prévu. Tandis que Ichida subit un entraînement secret grâce à une technique encore plus secrète de son maître secret. Il leur est ainsi très compliqué d'invoquer et de maintenir leurs arcs et leurs flèches. Retirer ce gant permet alors de libérer le plein potentiel de son porteur, mais uniquement pour un court instant, avant de perdre tous ses pouvoirs pour toujours. C'est genre le coup classique de « Oh, en fait, il est lesté depuis le début, MDR trop fort ».
Ishida a pris sa décision et sait que cette attaque sera la dernière. Mais la beauté de ce combat se puise dans la figure paternelle couplée à celle du docteur. En effet, Ishida détestait son père médecin qui l'interdisait de devenir Quincy comme son papy. Aujourd'hui, il fait face à un père médecin détestable. Avant que son grand-père ne meure, Ishida avait promis de ne retirer ce gant que lorsqu'il comprendrait les sentiments anti-Quincy de son père. Uryu s'excuse en disant qu'il n'a jamais réussi à comprendre son papa, et pourtant, si à l'époque Monsieur Ishida refusa de prolonger l'héritage Quincy dans sa famille, c'est avant tout pour protéger et garantir la sécurité de son fils, loin des combats contre les Hollow, ce qu'un jeune enfant passionné à l'idée de combattre des monstres pour protéger sa famille ne peut pas vraiment comprendre. Ainsi, aujourd'hui, Ishida est prêt à enlever son gant qui lui offrira une puissance infinie le temps d'un instant, avant de perdre ses pouvoirs pour toujours. En étant prêt à sacrifier ses pouvoirs pour ses amis, comme son père y avait renoncé pour son fils, sans le savoir, Ishida avait compris son papa en enlevant son gant et a ainsi tenu la promesse faite à son grand-père. そうだよ。こいつの名前を教えてやろう。黒土念。私の擬骸技術と擬根技術の粋を結集させて作り上げた私の作品だよ。 Cette relation père-fils, incomprise mais bien présente, se heurte à celle de Mayuri et Nemu, sa fille artificielle. Uryu, qui s'est construit en opposition avec le docteur Ishida et son comportement abusif, se retrouve en Nemu, sujet d'expérimentation physiquement maltraité et disposable du capitaine Mayuri. Par ce combat, il va lutter pour lui apprendre à s'affirmer par et pour elle-même. C'est ce qu'elle finira par faire en proposant à la fin du combat un antidote à Uryu pour soigner ses blessures. Plus encore, Mayuri retravaille la frontière du père et du créateur en nous invitant à réfléchir sur le droit du papa comme géniteur et créateur de l'enfant, tout comme celui de l'enfant comme création de quelqu'un et pourtant être vivant libre depuis sa naissance. Reprenant sa route vers la prison de Rukia, Uryu croise la route du capitaine Kaname Tosen, à la tête de la 9e division. Celui-ci reconnaît lui-même ne rien avoir contre les amérantes, mais est obligé de par les ordres reçus de les éliminer. Il libère son Zanpakuto et endort Uryu qui est fait prisonnier avec Ganju et Shad. Ils sont maintenus en vie car considérés témoins de la mort d'Aizen. 恨みはない。だが平和のためには消すもやむなし。ねえ隊長。隊長は本当に銀10隊長のことを。 Soignés, Renji et son Zanpakuto Zabimaru sortent de prison en même temps que les vice-capitaines Inamori et Izuru. Pendant ce temps, Gin Ichimaru continue à comploter dans l'ombre un plan qui semble clairement lié à la mort du capitaine Aizen. Alors qu'on lui annonce l'évasion des 3 vice-capitaines, le jeune capitaine Toshiro est persuadé qu'Inamori est arrivé aux mêmes conclusions que lui et est parti venger Aizen. Il décide alors de partir en vitesse en quête de son amie avant que celle-ci ne tombe aux mains de Gin. Cette dernière a en effet toujours en sa possession la lettre d'Aizen qui livre le nom de celui qui l'a tué. Mais qui on veut savoir? De son côté, la vice-capitaine de Toshiro souffre silencieusement que son ancien ami du Rukongai puisse avoir tué un capitaine. En effet, un flashback très onirique nous offre la rencontre entre Gin et Rengiku enfant. Alors que la jeune fille était aux portes de la mort, Gin lui a donné une part de nourriture, disant seulement « Je suis comme toi ». Kubo parvient à multiplier les relations toutes très hétéroclites entre personnages et Ichimaru en est l'exemple parfait tant paradoxalement, Toshiro, le capitaine même de Rengiku, est lui à présent persuadé que Gin est coupable. La fin du volume 15 est également l'occasion d'un second flashback extrêmement important, celui de Renji et Rukia, de leur enfance misérable du Rukongai jusqu'à leurs études de Shinigami. On y apprend ainsi que Rukia est une transfuge de classe, c'est-à-dire qu'elle s'est élevée en dehors de la classe sociale à laquelle elle appartenait précédemment, ici par son adoption par les Kuchiki. Je comprends pourquoi alors elle appelait Ichigo paysan constamment, c'est comme ça que sa famille noble devait lui dire d'appeler ses anciens camarades perçus comme inférieurs. Insupportable donc. Nous apprenons ainsi comment Renji, Momo
Tomo et Kira ont tissé un lien aussi fort à la suite d'un entraînement de Shinigami. En effet, après l'apparition d'Hollow étrangement furtif, il rigole vraiment zéro cela, les 3 étudiants sont sauvés par Aizen et ils sont, alors à l'époque, vice-capitaine. Ichimaru, il aurait tué son maître donc. Cet événement est à l'origine de l'admiration sans faille que porte Inamori à Aizen. On comprend aussi pourquoi Matsumoto continue d'appeler le capitaine Ichimaru par son prénom, Gin. Elle n'arrive pas à se faire à l'idée qu'ils n'ont plus le même rang. Le serment des 3 étudiants est ainsi concrétisé par une adresse extra-diégétique au lecteur, à savoir qu'elle va briser une frontière ontologique et s'adresser non pas à l'univers de la fiction, mais à nous-mêmes qui lisons le manga. Nous ne cesserons pas d'avancer, même si nos chemins doivent se séparer. Ils tournent sans jamais s'arrêter, nous ne pourrons jamais le stopper. Mais un jour, quand il faudra faire face et que viendra le temps de regarder en arrière, alors nous l'appellerons le destin. Cette citation constitue la 2e occurrence du destin dans l'œuvre après les méandres boueuses du destin, chez les Quincy. C'est aussi une solution d'écriture très brillante pour introduire un flashback, dire que l'on regarde en arrière de sorte à faire face au présent, à savoir le futur du flashback, et ce, pour mieux le comprendre. Dans le présent cependant, Gin semble avoir falsifié la lettre d'Aizen pour faire croire à Inamori que le meurtrier de son capitaine n'est autre que son ami d'enfance, Toshiro Itsugaya. Alors qu'Inamori, déchiré entre les mots de son mentor et ceux du capitaine de glace, se blesse en tentant d'attaquer ce dernier, Toshiro, fou de rage, attaque Gin. C'est d'ailleurs la toute première fois qu'on voit ce dernier ouvrir les yeux. Dans le même temps, la date de l'exécution de Rukia est avancée au lendemain, ce qui semble apporter du crédit à la lettre d'Aizen. Il y expose en effet sa théorie. Le véritable but de l'exécution de Rukia n'est pas tant de punir son crime que de libérer la puissance du Sokyoku, arme qui exécute les Shinigami et considérée comme 1 million de fois plus puissante qu'un Zanpakuto. Entre de mauvaises mains, elle serait capable de détruire le Soul Society, rien que ça. Les capitaines sont convoqués à l'exécution et les réactions varient, nous permettant de témoigner à nouveau de l'aspect très hétéroclite distillé par Kubo chez les sentiments des capitaines. Le capitaine de la 7ème division, Sajin Komamura, avec sa giga dégaine de Templier, semble être un grand partisan du commandant Yamamoto, le patron des capitaines. Il ne questionnera jamais ses décisions. Kaname Tosen ne semble pas vraiment d'accord avec l'exécution. On reconnaît son second comme étant le 4e étudiant du flashback à cause de sa cicatrice datant du sauvetage par Aizen. Yo, Kubo, GG. Soifon, elle, n'a pour but que de remplir sa mission de capitaine. Elle est complètement pour. Le capitaine de la 8ème, Kyoraku, au chara-design qui force toujours le respect, je le rappelle, et qui avait vaincu Chad, semble contre. Le type de Bakuman, de son côté, se prend un terrible savon. Et me dire, vous avez compris parce que c'est l'équipe de nettoyage. Bon, bref. Pour avoir aidé les maléfices errants à se libérer. La case de Kenpachi, quant à elle, est incroyable. Il veut retourner chasser Ichigo en se servant d'Inoue, capturé comme appât. Il est juste monstrueux. Dans sa tour, Rukia repense à Kaien, vous savez, le grand frère de Ganju Shiba qui ressemblait de fou à Ichigo quand il était venu la sauver sur le pont. Mais Sir Kaien, qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Ichigo, était vice-capitaine de la 13e division, et c'est lorsqu'il tenta de venger sa femme morte face à un Hollow qu'il combattit pour l'honneur. Oui, c'est le plus vieux foreshadowing du manga. Insérez ici le petit extrait review 1 au tout début. Rukia Kuchiki cache décidément bien des secrets. En plus de nous offrir une nouvelle petite figure du double à travers les paroles d'un personnage mystérieux, sans doute son grand frère ou son maître, on ne sait pas, lui apprenant qu'il existe 2 formes de combat, ceux pour l'honneur et ceux pour la vie. Si vous regardez nos études, vous savez que depuis le tout premier arc, Rukia se souvenait des paroles d'un maître qui lui disait qu'il existait 2 sortes de combats. Ces paroles étaient donc celles de son capitaine Ukitake. Voilà un effort brillant sur le moyen terme de la part de Kubo. C'est d'autant plus pertinent que Rukia se souvenait de ces paroles en voyant Ichigo se battre pour son honneur sur le pont. Ainsi, le parallèle avec Kaien était établi avant même sa simple mention dans le manga. L'auteur prouve au lecteur légiste et les plus amenés à trouver des incohérences sa connaissance poussée de ses propres personnages. Quoi qu'il en soit, Rukia fut obligée d'achever l'homme qu'elle admirait à cause d'un Hollow beaucoup trop fort, capable de briser son Zanpakuto, c'est pas normal. Du coup, Rukia se tape des flashbacks du Vietnam à chaque fois qu'elle voit son Kaien roux du présent. Et je compatis. 眠れ君たちの戦いは
時期終わる。立て、イチゴ。もたもたしている時間はない。Dans le manga, l'auteur parvient habilement à exprimer la difficulté de son arc narratif à travers la succession de ces deux phrases, mises côte à côte dans les pages. Tosen vainc le dernier ami d'Ichigo et annonce la fin du combat, tandis que Yoruichi dit à Ichigo de se relever car le combat continue. En respectant les codes et nomenclatures shonen, Kubo signe ici la belle moitié de son arc et de son évolution. Alors forcément, place à l'entraînement d'Ichigo qui, après avoir développé le Shikai auprès d'Urahara, va pouvoir éveiller le second niveau de son Zanpakuto, et pas n'importe lequel. Oui, mesdames et messieurs, j'entends la douce mélodie du Bankai que je n'ai pas arrêté d'entendre avant de lire cette histoire de fantôme. Si le Shikai, nous l'avons vu, sert à communiquer avec le Zanpakuto et le nommer dans sa dimension spirituelle, le Bankai sert à le dompter en le matérialisant dans notre monde afin qu'il se batte à nos côtés. La matérialisation physique du Zanpakuto demande une grande énergie spirituelle, parfaitement maîtrisée sur la durée. Ichigo semble naturellement prédisposé à la maîtrise du Bankai, chose qu'avait pressenti Urahara dans le monde des humains et dont il avait informé Yoruichi. Rappelez-vous, Ichigo avait déjà vu la matérialisation de son Zanpakuto durant son combat contre Kenpachi. D'ailleurs, Zangetsu, c'est Daddy. Voilà, je le dis, hein, il décide, j'obéis, donc désolé Ichigo, à ta place, moi je dirais pas grand chose. あいつは一体何者なんだ。やつこそは先代の後手13隊12番隊隊長であり、果ては技術開発局創設者にして初代局長を務めた男じゃ。 Au bout du premier des 3 jours d'entraînement, Yoruichi fait une énorme révélation à Ichigo. Avant de partir en exil dans le monde des humains, Urahara a fondé le bureau de développement technique de la Soul Society, un laboratoire de recherche scientifique, et était l'ancien capitaine de la 12e division, à la place de Mayuri, expliquant la case splendide durant le combat de Madarame. Quelque chose me dit qu'il doit pas être très fan de son remplaçant. Mais ça explique pourquoi un simple marchand de bonbons avait des connaissances aussi poussées sur les Gigai, ces faux corps là. L'entraînement en 3 jours pour le Bankai d'ailleurs est une autre invention de Urahara. Il est le seul avant Ichigo à l'avoir réussi et c'est comme ça qu'il a obtenu son Bankai. On peut se poser la question du coup si Urahara est le seul à avoir eu son Bankai de manière accélérée, puisqu'il faut 10 ans normalement pour l'avoir. Le jeune capitaine Toshiro a-t-il seulement un Bankai ou serait-il un prodige qui a réussi autrement? Sans crier gare, tranquille comme ça, Ranji le livreur Uber Eats rejoint Ichigo dans son entraînement au Bankai. Genre je sais pas, sonne, toque, fait un truc, c'est dingue ça. En tout cas, le roux leur apprend que l'exécution est avancée et qu'il ne leur reste plus que 24 heures. Cette fois, pas le choix, il va falloir battre le record d'Urahara. 4対1か。試し切りにゃちっと物足んねえがな。 Dans sa quête pour retrouver Ichigo, Kenpachi libère malgré lui les âmes errantes enfermées. Mais en sortant du donjon où ils étaient retenus, ces derniers tombent nez à nez avec Komamura et Totsen venus assister à l'exécution. Pour avoir libéré les camarades d'Ichigo, Kenpachi s'expose à une sanction. Et il a même pas fait exprès le bougre. Le 11e capitaine se dessine alors petit à petit comme un allié malgré lui. Il affirme pouvoir vaincre les 2 hommes facilement et rattraper son erreur. Il a l'air redoutable. S'il est un monstre de puissance, je rappelle que le capitaine Zaraki n'a néanmoins jamais pris conscience du nom de son Zanpakuto et est donc le seul capitaine à avoir obtenu sa place sans même avoir de Shikai. C'est vraiment un animal. D'ailleurs, la dichotomie entre l'animal sauvage et les codes de Shinigami ne font souvent pas bon ménage. Babouin, chien errant, les clous qui dépassent de la société japonaise traditionnelle s'exposent à de lourdes conséquences procédurières et désuées. やっぱりそうきたか。なめやがって。そうなるとこちらも。俺らが行くしかないっすよね、隊長。 Alors que Kenpachi s'apprête à affronter Komamura et Totsen, il est rejoint par Yumichika et Madarame, ses lieutenants qui veulent aussi leur part de combat. Ikaku est le 3e siège de la division et Yumichika est censé être le 4e, mais n'aimant pas le chiffre 4, il occupe le 5e siège, sans doute lié à la croyance japonaise qui veut que ce soit un chiffre porte-malheur et parce qu'il trouve que le kanji du 3 et du 5 se ressemblent et sont, pour celui qui s'estime être le plus beau, les chiffres les plus jolis. Mais ça, vous verrez, on en reparlera. Naturellement, Zaraki leur demande d'aller se battre ailleurs. Ayasegawa se retrouve à affronter le vice-capitaine de la 9e division, Shuhei Isaki, et Madarame, le vice-capitaine de la 7e, Iba. Ce dernier a quitté la 11e division après que le 3e siège lui ait été refusé. Dans une division très sélective et basée sur la force brute, il est donc considéré comme un traître. この男は魔物だ。暴力を食らい血をすする。我々とは違う存在だ。そして
いずれ必ず平和を破滅させると。 Grâce au combat de Kenpachi, j'apprends enfin qu'il existe 3 façons de devenir capitaine. 1. Passer l'examen et être validé par 3 capitaines dont Yamamoto, ce qui oblige à posséder le Bankai. 2. Avoir l'aval de 9 capitaines. 3. Battre et tuer en combat singulier un capitaine devant 200 personnes. Genre s'il y en a 199, c'est fini, désolé, au revoir. Ainsi, Kenpachi a tué le précédent capitaine de la 11e, devant un large public, expliquant sa piètre connaissance des Zanpakuto. Mais d'où tire-t-il une telle force? Ce questionnement rejoint l'idée de crainte que sa sauvagerie aspire et qu'un certain pattern se mette en place petit à petit dans le Soul Society. Ce pattern, nous l'appellerons les animaux sauvages contre leur maître trop froid, trop sexy. En effet, Yoruichi est une chatte sauvage qu'on ne parvient pas à attraper. Elle rejoint Ichigo, l'animal libre par absolu, venu questionner la loi des Shinigami en empêchant une sentence. Renji, dit le chien errant, a également rejoint les animaux et maintenant, le plus sauvage de tous, aide les protagonistes. Et ça, les dieux n'aiment pas trop. Pour Totsen, il est évident que Kenpachi va détruire le Soul Society de par sa nature sauvage. Je vois ça plutôt comme un effet annonciateur bienvenu à la manière d'un Luffy de One Piece qui doit détruire l'île des hommes poissons. C'est un foreshadowing qui le fait passer pour un méchant, or c'est le système tout entier qui est à détruire. Et je suis sûr que Kenpachi sera essentiellement bon dans la suite des aventures, ou peut-être c'est ce que j'aimerais voir. 正義が足りぬというなら、私が正義そのものになろう。 Quoi qu'il en soit, Zaraki est vraiment surpuissant. On avait déjà vu plus tôt que son corps au repos avait une énergie spirituelle plus puissante que les coups d'Ichigo, mais alors face au Bankai de Tosen qui l'aveugle complètement, ses mouvements sont censés être réduits de la moitié de leur puissance, car sans vue, on appréhende un minimum ce qu'on va toucher. Or, ce n'est pas le cas ici. Les mouvements de Kenpachi sont toujours aussi rapides. Il ne connaît tout simplement pas la peur. Normal, je vous rappelle qu'il vient du plus dangereux district du Rukongai, le 80e. Face à lui, on en apprend un peu plus sur les motivations de Tosen. Il a un sens aigu de la justice qui est devenu déplacé depuis que le système a échoué à sauver son amie morte sous les coups de son mari. Paradoxalement, les propos qu'il tient à Kenpachi et la menace qu'il représente face au Soul Society pourraient très bien s'appliquer à lui. Ainsi, je remarque chez Kubo de très nombreuses instances de mariage comme effet annonciateur de malheur. Les annonces de mariage de Kaien et de la partenaire de Tosen sont perçues par Rukia et Tosen comme une rupture et un mauvais présage à venir. Et le récit, vous l'avez deviné, leur donne raison. Finalement, Tosen perd son combat contre Kenpachi et est sauvé in extremis par Komamura, qui fait tomber le masque et c'est un Minx? Un Fury? Quoi? Et pardon, mais c'est quoi ce Bankai? Mais c'est le meilleur Bankai de l'histoire et ça s'arrête comme ça, non? Le volume 17 de Bleach s'ouvre de manière très mystérieuse sur Byakuya, marchand de dos, le vent dans les cheveux à son habitude, qu'est-ce qu'il est prétentieux et cool, j'ai la haine, et un personnage inconnu qui dit avoir peur de marcher sur son ombre, et je parierai tous mes Soul Candy sur Rukia. Quoi qu'il en soit, Renji a quitté l'entraînement d'Ichigo et est en route pour la colline du Sokyoku. Dans l'espoir de sauver son crush d'enfance, il tombe face à son grand frère Byakuya. Devant le frère de sa meilleure amie, il utilise le Bankai qu'il a réussi à maîtriser avant Ichigo. C'est impressionnant l'excitation que peut procurer un simple mot électeur. Le personnage qui change de tenue, la révélation de la forme de son Bankai, l'auteur a réussi avec brio à transformer un procédé narratif simple en événement très marquant, et cela en seulement quelques chapitres d'évocation. Le Bankai est le power-up classique Neketsu dans sa forme le mieux amené que je connaisse. Le Bankai, à la manière des titans ou des stands, permet de créer un avatar qui correspond parfaitement à son personnage. Le serpent squelettique babouin est top pour Renji. Graphiquement, c'est une évidence. Le gros bébé poison pour le docteur Joseph Mengele là, c'est nickel aussi dans son genre. Une belle performance du mangaka tant elle pousse les lecteurs à imaginer les autres. Cela dit, au niveau des dialogues, le combat est je trouve très mal écrit. Tu vas perdre, non c'est toi, je te dis que c'est la fin, non la fin ce sera la tienne. J'ai eu beaucoup de mal à m'immerger dans un duel pourtant très symbolique entre le capitaine et son élève. 波動の33総括 Byakuya parvient à maîtriser un Bankai juste avec son Kido offensif, le Hado, pour montrer sa supériorité à Renji, avant d'en finir en un instant avec son Bankai, tout droit ce qui serait sorti aujourd'hui d'un Fujimoto, le truc ça fait trop peur. Ainsi, ni le chien ni le singe ne pourra jamais atteindre la lune, et nous apprenons que comme pour le Shikai, le Bankai disparaît quand l'utilisateur s'évanouit, ou pire, quand il est aux portes de la mort. Mais dans ces derniers instants, Renji pense à Ichigo pour se surpasser à travers un travail de mimétisme dans le paneling très efficace.
En effet, le vice-capitaine dit qu'il a fait une promesse à son âme. Ranji nous ramène à la figure du double cartésien en indiquant comme le philosophe que le corps, ici à bout de force, première substance, a fait une promesse à l'âme, seconde substance de l'univers, celle donc de continuer le combat. Enfin, cette âme est tout simplement également celle de Rukia, cette âme perdue dans le Soul Society à laquelle il a fait une promesse. 血で千本桜影吉 Cette fin de combat est également l'occasion de revenir, comme avec Ichigo face à Kenpachi, à la psychanalyse de Freud qui veut que Renji est le maître de sa maison, il est le maître de son âme. Mais le plus beau, ce qui donne des frissons, c'est que Renji se surpasse en pensant à quelqu'un qui n'abandonne pas. C'est la représentation même d'un cercle vertueux. L'irruption d'Ichigo dans le paneling est brillante, elle surgit dans les pensées de Renji qui allait abandonner et qui se trouve dans la même position que lui lors de son entraînement, insistant sur le côté très observateur du chien errant qui comprit la force d'Ichigo rien qu'en le regardant, tant Kubo prit le temps de dessiner sa case sous le point de vue subtil de Renji. C'est le shonen par excellence, les codes sont exécutés avec grande maîtrise. La cerise sur le gâteau est que cela ne suffit pas pour remporter le combat. Déjouant les attentes des lecteurs, Kubo achève le chien du Lukongai. Malgré tout, Byakuya montre du respect à son adversaire en le couvrant de son châle. Quand je vous disais en étude précédente qu'il porte le kimono d'une richesse infinie de sa famille, il dépose son châle Dior sans aucune pression, et ça, c'est du respect. Voilà un geste très puissant, sachant que Renji est tout sauf noble. Ainsi, le capitaine respecte son vice-capitaine en lui rendant littéralement ses lettres de noblesse. Et puis il y a Bakuman qui sauve Renji là, let's go! Les capitaines sont rassemblés, l'exécution de Rukia Kuchiki pour avoir donné ses pouvoirs peut commencer. Et la vice-capitaine de la 4ème division, c'est Ichigo Maki, et là on est d'accord. Ichigo n'a pas fini son entraînement, ses amis sont tous vaincus, et Tite Kubo revient sur son postulat initial, à savoir qu'il était impossible de vaincre les capitaines du Soul Society, impossible de sauver Rukia. Depuis toujours, cette dernière a détesté Ginichimaru. Cela semble se justifier par l'attitude qu'adopte le capitaine à son égard. Devant la prison, il lui fait croire qu'il va la libérer, un geste tout bonnement horrible tant il instille de nouveau de l'espoir dans l'esprit de la jeune Shinigami, alors qu'elle s'était déjà résignée à la mort. Il n'y a rien de pire à faire pour torturer un esprit, et ici, on rappelle qu'il n'y a que des âmes. De son côté, l'intrigue principale qui gronde sous la Soul Society amorce son ultime virage lorsque le capitaine de Lukia, Ukitake, qui a tout fait pour tenter de la libérer, a vu l'intégralité de ses demandes d'appel refusées par les 46 bureaux de Chou. Voilà alors la confirmation de l'existence de plus hautes instances au-dessus même du capitaine des capitaines. Comme Kyoraku l'avait fait remarquer, le bon vieux Yamamoto a des patrons à satisfaire. Qu'à cela ne tienne, Ukitake décide de libérer sa lieutenant lui-même. Déjà, il a une profonde affection pour elle, mais surtout, il trouve l'insistance derrière l'exécution d'une simple soldate, fût-elle noble, très étrange. Ukitake suspecte un complot. Les dernières volontés même de Rukia d'épargner les âmes errantes sont bafouées avec application, et cette fois c'est sûr, comme l'amorça l'effet annonciateur de Kenpachi qui retournera le Soul Society, la paix de ce système n'est définitivement qu'une poudre aux yeux. Soul Society est pourri et il est temps de lever le rideau sur les véritables intentions des Shinigami. Rukia monte sur l'échafaud devant les yeux de ses bourreaux, tandis qu'un plus grand mal gronde en silence. Désormais, seul un miracle pourrait empêcher le cours des événements de se produire. Un miracle, oui. Voilà l'adage d'un certain maléfice errant, et cela tombe bien, le voilà qui arrive.